It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode, 3e épisode de The Prospect. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un de mes chouchous, un joueur légèrement sous-médiatisé au vu de la draft à venir, qui pourtant pour moi a un réel potentiel. Nous allons donc parler du grand meneur des Indiana Hoosiers, Jalen Hood-Schifino. Donc je pense qu'on va y aller directement en parlant de son profil de draft, son profil athlétique, physique, son style de jeu, pour ensuite voir dans quelle équipe il matcherait le mieux. Allons-y. Jalen Hood-Schifino est donc un meneur de très grande taille, un meneur à la mode, on pourrait dire, dans la NBA d'aujourd'hui. Il fait en effet 1m98 pour 97 kg et a une envergure très intéressante, très intéressante pour sa taille et pour son poste de 2m05. Donc Jalen Hood-Schifino, pour ceux qui connaissent, provient de la Montverde Academy, où il a fait ses gammes pendant au moins 2 ans, lors de son passage en high school. Il a joué donc à côté de Jalen Duren, d'abord dans son nom pour sa première année, puis en étant la deuxième option derrière Tariq Whitehead, qui sera lui aussi drafté cette année, pour ensuite signer du coup cette année avec les Indiana Hoosiers. Avant le début de la saison en NCAA, on pensait que Jalen Hood-Schifino était un joueur qu'il aurait fallu peut-être développer sur plusieurs années au niveau universitaire. Mais vous allez le voir, et je vais vous en parler tout de suite, il a en effet directement surpris, notamment son coach Mike Woodson, qui l'a fait passer un autre step cette année et qui lui a permis de faire un one and done et donc d'aller en NBA directement après sa première saison en NCAA. Au début, il était utilisé en arrière, en joueur off-ball, en spot-up shooter, jusqu'à la blessure d'un de ses coéquipiers à la main, qui lui a fait directement prendre les clés du camion, et évidemment la main d'Indiana. Et donc, à la fin de cette saison, on est donc sur un joueur qui a fait la March Madness, qui a eu quelques difficultés, pour ne pas dire de grandes difficultés, lors de certains tours de cette March Madness, mais qui s'en sort quand même avec 13,5 points, 4,1 rebonds et 3,7 assists à plus de 41% au shoot et 33% à 3 points. Des stats donc qui sont un petit peu gâchés par les pourcentages, mais qui sont tout de même intéressantes au vu de son profil. En effet, Jalen Hood-Schifino est un grand meneur, comme je l'ai déjà dit, et de par ses qualités athlétiques, ses qualités physiques notamment, il se trouve être un excellent défenseur, en tout cas en NCAA, sur son poste, sur les postes 1 et même 2 et 3 sur lesquels il peut défendre au vu de sa taille, et un excellent défenseur sur l'homme qui arrive aussi à dévier un nombre de ballons, qui peut totalement enrayer les adversaires et notamment les meilleurs extérieurs adverses. Car en effet, et ça se remarque sur sa deuxième partie de saison, plus le temps avance, plus il utilise de manière correcte ses jambes, son placement, et il est toujours tout simplement dans le bon tempo. Ce n'est pas un défenseur qui domine grâce à son profil physique, même si ça aide beaucoup. Il est totalement intelligent pour ce rôle de défenseur extérieur, et il se sert de ses qualités physiques, en plus de son intelligence de jeu qui lui permet donc de sublimer ses qualités. Évidemment, il encaisse très bien les contacts au vu de sa taille. Il a des mains hyper actives qui lui permettent de chipper des ballons, comme je l'ai dit, même si ses pourcentages de vol de ballon, d'interception ne sont pas flagrants. C'est plutôt en effet en déviant les passes, en déviant et en gênant son adversaire qu'il fait le plus gros du boulot défensif. Il est évidemment un joueur très intelligent aussi off-ball, qui peut se permettre donc, même si c'est plus rare, de défendre collectivement de manière assez intelligente. Mais le plus intéressant dans son profil, à mon sens, c'est que c'est un meneur gestionnaire et notamment un meneur en pick and roll qui est déjà considéré par beaucoup comme élite. C'est un joueur qui peut créer son tir après un pick and roll, notamment à mi-distance, de manière très constante. Cette année, il a plus de 41% au shoot à mi-distance en prenant ces tirs-là. C'est donc un joueur à mi-distance qui est quasiment élite, comme je l'ai déjà dit. C'est donc
un atout évident pour une équipe dès son arrivée. Si l'équipe arrive à mettre en place des systèmes autour de lui, même des systèmes assez simples et un jeu collectif un petit peu huilé pour qu'il puisse aussi potentiellement ressortir la balle vers les extérieurs ou vers l'intérieur lors du pick and roll. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas qu'un scoreur en pick and roll, mais un joueur qui sait maîtriser tous les fondamentaux de ce style de jeu et qui donc dans la grande ligue, dans la NBA, qui abuse de ce genre de système, pourrait être totalement létal. Évidemment, on ne parle pas d'une première option offensive, en tout cas aujourd'hui, et même son plafond ne laisse pas penser qu'il devienne peut-être une superstar. Après, on ne sait pas, hein. Il est beaucoup comparé à Jamal Murray en ce moment. Du coup, son plafond est en train d'exploser pour certains analystes. Moi, je pense qu'il restera une troisième ou deuxième option assez intéressante dans une équipe qui peut win, une équipe qui a des certitudes, mais surtout une équipe qui peut se permettre tout simplement de laisser ce genre de joueur se développer. Car oui, notamment à 3 points, même si son geste a l'air sûr et qu'il arrive à rentrer 33% de ses shoots, on voit qu'il a encore des efforts à faire. Il ne prend que 3 shoots à 3 points par match cette saison et il n'en rentre que 33%. On va dire qu'on va mettre ça sur le coup de la jeunesse. Il peut devenir une sorte de scoreur à 3 niveaux assez impressionnant. Il manque peut-être un peu de qualité athlétique pour finir au panier de manière efficace, mais on a déjà aperçu un petit flotteur intéressant, une main droite notamment, que ce soit pour son shoot à mi-distance ou pour finir au panier, proche du panier, qui sont une main droite très très intéressante et très efficace. Non, ce joueur pourrait être un gestionnaire de haut vol en NBA, un joueur qui tourne à 45% au shoot en mettant plus de 15 points, c'est possible, et il pourrait même exploser son plafond s'il se trouve dans le bon contexte pour évoluer. On va en parler plus tard évidemment, mais il y a des contextes pour évoluer qui seraient bien meilleurs pour lui, je pense. Car Jalen Hood-Schifino, déjà cette saison, a eu besoin d'un coach, tout simplement, d'un coach pour s'habituer à la pression de la NCAA au niveau NCAA, et il s'y est très très bien adapté, hein. C'est devenu un des meilleurs joueurs de la Big Ten, mais au niveau supérieur, il faudra encore qu'il passe un step-up, parce que, encore une fois, il a des limites, notamment son shoot à 3 points, mais aussi ses pertes de balles qui pourraient l'handicaper s'il devient meneur d'une équipe dès son premier jour. S'il n'est pas dans une seconde unit, il pourrait perdre énormément de ballons et de ce fait faire perdre sa team sur plusieurs matchs. Évidemment, comme tout rookie et encore plus des rookies meneurs où les pertes de balles sont assez prévisibles et arrivent très souvent, il lui faut un temps d'adaptation et j'espère qu'il trouvera un coach qui lui permettra de pouvoir se développer correctement. Car là, si on parle de son potentiel final, on est quand même dans une, dans une draft très impressionnante où dans d'autres drafts, je pense, il aurait pu être choisi beaucoup plus haut. Mais je pense que c'est une forme de sleeper, ce joueur. Je pense qu'il pourrait avoir un plafond qui l'explose complètement. Il pourrait devenir ce type de joueur sur lequel une franchise compte. Et je pense que ça peut devenir un scoreur à 3 niveaux assez impressionnant, avec une défense totalement déroutante au vu de son poste et au vu du fait qu'il peut tout simplement à terme défendre des postes 1 à 3 sans souci. Il manque encore une fois de qualité athlétique, il manque aussi d'un certain développement de son shoot à 3 points notamment, mais à terme, il n'y a rien de rédhibitoire. On a parlé de 2 profils avant qui pouvaient avoir des défauts qui étaient rédhibitoires. On parle d'intelligence de jeu, on parle de qualité athlétique qui peuvent tronquer des performances d'IQ, les performances réelles du joueur dans la grande ligue. Pour Jalen Hood-Schifino, pour moi, il n'y a pas de monde où ce joueur flop tout simplement, à part si on a perdu, si on n'a pas toutes les informations et tout ça. Je pense que son plancher est très élevé, même si son plafond est peut-être moins haut que d'autres, mais ce joueur est une valeur sûre dès sa draft pour performer dans n'importe quelle équipe. C'est un joueur notamment qu'il va falloir surveiller, notamment à la passe, au shoot, en défense. Il a même, en début d'année, joué off-ball. C'est un joueur intelligent qui se développe, qui était prévu dans les mock drafts avant sa saison NCAA autour de la 27e, fin de premier tour en tout cas, et qui est maintenant plus prévu dans les 15 premières places des drafts et des mock drafts NBA. Donc oui, on a affaire à un joueur qui ne fait que progresser, bien plus que des joueurs qui l'entourent du même âge, de la même classe de draft.
Et je pense vraiment que dans certains collectifs que nous allons voir plus tard, que nous allons voir même maintenant, il pourrait être un atout majeur et potentiellement un futur sleeper, une future star NBA, ou du moins un très bon lieutenant dans une équipe qui win tout simplement. Donc voilà. On va y aller, on va parler de ces trois équipes, car oui, je pense qu'il y a trois équipes qui sont très intéressantes autour des places, des places 12 à 17, 18, même 21 en fait, qui pourraient être très intéressantes pour lui et pour son développement. Et j'ai décidé de mettre tout simplement trois franchises à l'honneur parce que ces franchises, dans leur profil de jeu et dans leur profil de joueurs, auxquels entouré Jalen, sont très intéressantes mais très semblables. Donc allons-y, parlons de ces trois équipes et commençons par la première. Alors, comme je l'ai dit, la première équipe qui pour moi pourrait prendre Jalen Hood-Schifino et en faire un joueur sûr dans une équipe qui peut gagner des matchs sont les Jazz de Utah en 16e position de cette draft NBA. On a remarqué déjà que cette année, il y avait eu des gros changements faits au poste de meneur dans cet effectif et que de ce fait, au vu des transferts, il manque un meneur de qualité, un meneur gestionnaire qui puisse entraîner ce collectif. L'entraîneur de cette équipe, Will Hardy, un des plus jeunes entraîneurs de la ligue, et en effet un entraîneur d'avenir, un entraîneur qui a montré des choses extraordinaires en année 1 avec un collectif qui aurait dû tanker, en tout cas bien plus qu'il ne l'a fait réellement. Et cet effectif manque en effet d'un gestionnaire, mais aussi peut se développer si Jalen Hood-Schifino vient dans cet effectif avec des intérieurs très intéressants qui peuvent mettre la balle dans le panier et qui peuvent le relayer tout simplement. Nous avons Lauri Markkanen qui est évidemment un scoreur qui peut sur pick and roll ou dans un corner traduire les passes décisives de Jalen. Ou encore, nous avons évidemment Walker Kessler qui, sous le panier, pourrait s'imposer et donc recevoir des caviars de ce joueur-là. À côté, nous avons un Jordan Clarkson qui se marie effectivement avec Jalen, car Jordan Clarkson est en effet un bad shot maker, un joueur qui shoot en première intention. Ce n'est pas un passeur, il n'est pas fait pour ça et il est tout simplement le contraire de Jalen, car lui n'est aussi pas un bon défenseur. On dirait que je le descends, mais je pense que c'est un excellent scoreur qui a fait d'ailleurs sa meilleure saison en carrière à mon sens cette année. Et de la même manière, Ochai Agbaji, un rookie de cette année, est lui aussi un gros scoreur, un gros shooter plutôt, qui doit se développer à côté d'un gestionnaire que pourrait être Jalen Hood-Schifino. Talen Horton-Tucker est un joueur qui peut jouer au poste 1 mais qui est plutôt un ailier, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Kelly Olynyk qui est un joueur très intelligent qui peut donc se marier parfaitement avec ce genre de gestionnaire. Pour moi, cette équipe a comme avantage d'avoir des joueurs très intelligents, des profils variés qui se marient très très bien entre eux, que ce soit Lauri Markkanen, Walker Kessler, Ochai Agbaji. On a un début de collectif qui pour moi devait se reconstruire, qui devait subir des transferts, mais qui avec l'ajout de ce type de joueurs qui se développe bien pourrait être directement dangereux dans 1 ou 2 ans maximum. Non, je pense que ce type de gestionnaire qui en plus apporte de la défense sur le backcourt, on va pas dire que ça manquait, mais si, clairement, en fait, je regarde les noms que j'ai devant moi et oui, ça manque. Il y aurait forcément un ajout incroyable d'avoir un joueur de presque 2 mètres sur ce backcourt qui en plus peut scorer efficacement. Non, ça serait très très bien avec la longueur de bras qu'il a, à côté de joueurs beaucoup plus petits comme Jordan Clarkson ou Colin Sexton. Ça pourrait être très intéressant. Et puis on aurait un défenseur sur l'homme assez fort en la personne de Jalen Hood-Schifino sur le backcourt, et sur le front court, on aurait Walker Kessler qui bloque complètement la peinture. Donc même défensivement, on a un monstre à 2 têtes défensives en devenir qui pourrait être très intéressant les années prochaines. Mais évidemment, c'est que des si, parce que est-ce que la maturité défensive qu'a ce joueur pourrait se traduire en NBA face à des athlètes qui sont totalement différents et d'un tout autre niveau? On ne sait pas. Mais pour moi, cet effectif du Jazz pourrait être très intéressant pour Jalen. Donc on va passer directement au deuxième, tout simplement parce que je trouve qu'au niveau du profil et au niveau des joueurs qui l'entourent, on est un peu sur la même problématique et les mêmes solutions. En effet, je vais vous parler des Miami Heat qui, eux, peuvent pick Jalen Hood-Schifino en numéro 18 de la prochaine draft. Le Miami Heat, donc,
Ils sont finalistes de conférence en ce moment. Il y a d'ailleurs le match 7 ce soir qui va bientôt commencer. Et on manque clairement d'un meneur gestionnaire. La personne de Kyle Lowry devait accomplir ce rôle, mais il commence vraiment à se faire très très vieux. Gabe Vincent, même s'il fait des finales de conf et des playoffs extraordinaires, n'est à mon sens pas un meneur titulaire dans une équipe qui se veut être contenders, ou même, gagner un titre NBA. Je le trouve très fort, mais voilà, il ne faut pas se mentir, surtout que c'est une année contractuelle pour lui, donc à voir s'il décide de rester à Miami ou non. Jalen Hood-Schifino sous Eric Spoelstra, ça pourrait être évidemment totalement ravageur. Il prendrait une dose de maturité, et lui qui a besoin d'un coach, comme je l'ai dit avant, pour s'exprimer, serait dans les meilleures dispositions avec Udonis Haslem ou des joueurs comme Jimmy Butler pour se développer et atteindre son potentiel maximum. Il serait à côté d'un Tyler Hero qui est lui aussi une sorte de bad shot maker comme l'était Jordan Clarkson, mais version titulaire et version bien plus forte et jeune. Donc oui, Tyler Hero et Jalen Hood-Schifino serait un backcourt jeune et hyper dynamique qui comble les lacunes l'un de l'autre. Si Jalen Hood n'arrive pas à scorer efficacement lors de ses premières années, Tyler Hero et même Jimmy Butler d'ailleurs pourraient être là pour le faire. Dans le système offensif d'Eric Spoelstra, il pourrait se marier parfaitement, trouver ses coéquipiers comme Kevin Love dans les corners, Kyle Lowry, Tyler Hero, ou surtout des Max Truss ou des Duncan Robinson, ça pourrait être très très fort et lui permettre de step up son niveau offensif dès le day one en fait, à mon sens. Même Caleb Martin, je lui pense, tous font des playoffs extraordinaires, donc voilà, ça cache un peu les difficultés qu'ils avaient en saison, mais il pourrait permettre de fluidifier énormément cette attaque, surtout si Jimmy Butler en saison n'est pas là, ou si Bam Adebayo est dans un mauvais soir. D'ailleurs, parlons-en, parce qu'un pick and roll Bam Adebayo et Jalen Hood-Schifino, ça pourrait être très très fort, très intéressant, et au vu des qualités athlétiques monstrueuses qu'a Bam Adebayo, et de son profil de poseur d'écran qui est assez imposant, pour ne pas dire monstrueux, malgré son profil un peu sous-dimensionné entre énormes guillemets, voilà, on a tout ce qu'il faut en version plus à mon sens par rapport au Utah Jazz pour se développer correctement et pour devenir potentiellement un joueur important. Je suis sûr que dans un effectif pareil, il deviendrait du moins un joueur titulaire d'une équipe compétitive. C'est d'ailleurs ce que je lui souhaite. Je ne le vois peut-être pas devenir un All-Star, mais un joueur très intelligent, et ça serait déjà parfait à Miami, parce qu'en fait, je pense qu'il rentre dans la mentalité de la franchise. S'il peut choper un petit peu de hard play, de mentalité underdog comme Jimmy Butler possède, ou ce type de joueur, et qui peut ensuite prendre le pas d'un Kyle Lowry, s'inspirer des Kevin Love, Kyle Lowry, ce type de vétéran, ça pourrait être vraiment hyper intéressant pour lui, et je pense de toute façon que c'est la meilleure destination parmi les trois pour se développer. Donc voilà, on va passer maintenant à la dernière franchise, qui elle aussi dans le profil, comme je l'ai dit, ressemble beaucoup. De toute façon, moi je les ai choisis en fonction de ce que je pense qu'il a besoin pour performer. Donc allons-y pour cette dernière franchise. Alors, cette dernière franchise, qui pourrait donc le pick, qui pourrait d'ailleurs le pick en numéro 21 ou 22, serait les Nets de Brooklyn. Donc, voilà, je vais pas y passer 100 heures, parce qu'à mon sens, je crois que tout simplement, on est sur les mêmes profils. Je vais vous parler d'un intérieur qui pourrait jouer le pick and roll de manière tellement efficace avec lui, avec Nicolas Claxton, des joueurs qui peuvent jouer tout simplement à côté de lui, des scoreurs, comme Seth Curry ou Spencer Dinwiddie, qui d'ailleurs peuvent jouer dans les corners, qui peuvent shooter à 3. Un joueur qui est un petit peu sous-dimensionné pour son poste, en la personne de Cameron Thomas, qui est un énorme scoreur et qui en fait pourrait tout simplement jouer aussi à côté de lui et combler ses failles offensives, ses failles au scoring, en tout cas ses potentielles failles qu'il pourrait avoir au scoring, et qui d'un autre côté pourrait cacher un petit peu Cameron Thomas défensivement et pourrait donc l'aider. On a aussi Dorian Finney-Smith, qui est un ailier qui défend dur et qui peut shooter dans les corners et qui peut shooter efficacement. Michael Bridges, on aurait là un one-two punch assez impressionnant avec les deux, surtout que les deux à mon sens sont des joueurs très intelligents. On a quand même Ben Simmons, qui est un petit peu la version
XXL de Jalen Hood-Schifino. Donc oui, non, évidemment le Ben Simmons d'avant, je tiens à le dire, mais oui, il pourrait prendre énormément de maturité dans un effectif comme ça. On a aussi des vétérans comme Patrick Mills, on a un coach qui n'est pas référencé mais qui a montré beaucoup de choses, notamment défensivement cette année, et qui pourrait donc lui permettre de se développer assez intelligemment. On est un effectif jeune, hein, malgré la présence de vétérans comme Patrick Mills ou Joe Harris ou Royce O'Neal même. On a des Day'Ron Sharpe, David Duke Jr., Edmond Sumner aussi qui a eu quelques minutes cette année, des Cameron Johnson, même si lui je crois a déjà 25 ans, Cam Thomas. Enfin bref, on a des joueurs de devoir comme Yuta Watanabe, beaucoup de joueurs intelligents, hein, des joueurs qui n'ont pas la grosse tête entre guillemets et qui peuvent jouer un collectif assez beau à voir, assez huilé à mon sens. Et en plus de ça, je pense que cet effectif manquait évidemment d'un gestionnaire. Spencer Dinwiddie, on peut dire ce qu'on veut, il s'est découvert un petit peu passeur cette année, mais ce n'est pas son rôle naturel. C'est un scoreur d'une bonne équipe ou un sixième homme de luxe. Michael Bridges, pareil, ne doit pas apporter trop la balle. Ça reste un ailier qui a besoin d'un meneur comme l'était Chris Paul aux Suns lorsqu'il y était. Cameron Thomas, au vu de ses erreurs de jeunesse, doit encore se perfectionner dans son contrôle de balle et dans ses pertes de balles. Donc oui, un gestionnaire comme Hood-Schifino pourrait être vraiment intéressant, même si lui aussi perd beaucoup de ballons. Il pourrait se développer à côté d'un Ben Simmons qui reprend quelques couleurs de scoreur notamment à 3 points, comme Seth Curry ou Joe Harris, qui lui permettent de passer ce level, ce cap en attaque, notamment à 3 points, où il est qu'à 33% cette année. Donc oui, je pense que on peut clairement parler d'une bonne pioche. De toute façon, dans ces cases-là, il y a beaucoup de bonnes pioches, entre la place 15 à 25. Je pense que tout simplement, à Portland, ça pourrait être intéressant, même s'il y a beaucoup trop de monde sur ce poste-là. Je fais un peu le homer, hein, parce que je l'aime bien, mais j'avoue que il y a beaucoup de monde sur ce poste. Aux Rockets, ils ont évidemment besoin, en place numéro 20, d'un gestionnaire, même si j'aimerais pas le voir là-bas. Les Warriors, ça s'annonce compliqué quand même. Les Lakers 117, ce serait très intéressant, je pense. Donc oui, évidemment, il y a beaucoup d'endroits où un gestionnaire pourrait faire sa place en NBA. De toute façon, ces profils de meneurs gestionnaires sont de plus en plus rares. Et d'ailleurs, avec la taille qu'il fait, ils sont de plus en plus recherchés. Donc oui, toutes ces équipes pourraient être intéressées par ce joueur. Je pense d'ailleurs que c'est un des profils qui pourrait le plus monter le jour de la draft, même si, comme je l'ai dit, lors de la March Madness, il a montré beaucoup de limites, il a montré une forme de jeunesse et certaines difficultés. Je pense que son développement et sa jeunesse, avec le profil qu'il présente, malgré ses légers défauts, et son plafond qui pourrait être un petit peu haut finalement, pourrait intéresser énormément de collectifs, en tout cas entre les places à les 12 à 25 maximum, je pense. S'il descend en dessous de 25, déjà ça serait un sketch monumental, et puis en plus de ça, je pense que celui qui le prendrait après aurait une chance de cocu. Voilà, en vrai. Je pense qu'on a fini ce podcast là-dessus, sur une bonne phrase de beauf, et j'espère que ça vous a plu, hein. On est au 3e profil de la draft. J'ai eu des problèmes avec mon téléphone, avec mon ordinateur, c'est pour ça qu'en ce moment, encore une fois, je ne suis pas très constant. On essaye de faire ce qu'on peut, hein. J'espère que ce profil et ce joueur dont on ne parle pas beaucoup non plus vous a intéressé. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent la journée, et à la prochaine pour peut-être un autre profil de draft ou parler des playoffs NBA. Bonne soirée à tous.